J'aimerais appeler sur scène Liana Saleh et Nicolas Vadimov, co-auteurs, actrices de ce film. Merci pour ce film et aussi merci d'avoir confié au FIFDH la première projection publique du film qui sera ensuite projetée sur la RTS. Nous avons quelques minutes pour échanger autour du film avant de donner la parole au panel qui va suivre. Une question pour commencer. Donc, pourquoi ce film en ce moment historique de cette région et pourquoi avoir choisi de prendre l'approche historique sur l'UNRWA et sur l'histoire de cette organisation? Laura, est-ce que je peux juste faire quelques remerciements avant, parce qu'on n'a pas eu l'occasion avant le film et maintenant. J'aimerais juste que Ketsia Stocker, qui est la productrice exécutive du film, nous rejoigne. Ketsia, où es-tu? Voilà, parce qu'on a quand même préparé un tout petit truc, comme c'est la première du film, on doit, ça va pas être long, hein. Voilà. Donc j'en profite pour remercier Irène Chaland, la productrice du film, qui malheureusement n'est pas là ce soir, et Ketsia Stocker, qui est là, productrice exécutive du film chez ACA, et qui va pouvoir faire des remerciements nécessaires. Voilà, merci Ketsia. Voilà. Elle a préparé quelque chose. Voilà. Je n'ai rien préparé du tout. Mais c'est vrai, merci beaucoup au FIFDH de nous recevoir, et à la RTS aussi de nous permettre de faire salle comble ce soir. Donc, belle avant-première, merci. Merci à tous nos partenaires aussi, donc la RTS, qui nous a permis de coproduire ce film, l'OFC, l'Office fédéral de la culture, qui nous a permis aussi de le produire avec Cinéforum, le TPF, donc le fonds de production télévisuelle. Voilà, merci à toute l'équipe technique, évidemment, qui a participé à la production et à la réalisation du film, avec une mention spéciale pour toutes les recherches d'archives qui ont été faites. C'était pas une mince affaire. Voilà, toute l'équipe de post-production aussi. Merci à tous. Voilà. Non, on va commencer la discussion. Oui, on a beaucoup de remerciements à faire, mais on les fera après. Hein. Voilà. Moi, juste, je tiens à remercier une personne qui se trouve à Gaza, Amani Zahlout, qui est la responsable de l'archive de l'UNRWA et qui a vraiment gardé une communication professionnelle et nous a donné l'archive dont on a besoin alors qu'elle était sous les bombes. Donc, merci à elle. Voilà, et toute l'équipe du film, on n'a pas le temps de les citer, la plupart sont ici dans la salle ce soir, mais juste pour vous dire que c'était un travail très très long, fastidieux, et en tout cas particulièrement aussi l'équipe d'ACA qui m'a supporté tous les jours pendant 4 mois. Et c'était pas une mince affaire parce que c'était quand même un travail de longue haleine et qui nous a mis dans un état d'une certaine tension parfois. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui sont derrière ce film et sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Voilà, merci. Oui, on les applaudit tous et toutes. Et effectivement, on peut partir des archives parce qu'on voit qu'il y a un travail énorme d'archives et on voit aussi que vous avez travaillé effectivement avec les archives de l'UNRWA qui me ramène à ma question sur l'approche historique. Pourquoi partir vraiment de la case de départ, de la naissance de cette organisation pour parler de à quel point elle est importante aujourd'hui? Merci beaucoup. Tout d'abord parce que depuis presque un an, on entend le mot UNRWA presque tous les jours sur les plateaux de télé. Parfois on comprend, parfois on ne comprend pas. Il y a une polarisation qui a commencé après les 7 octobre et des accusations terribles contre l'UNRWA. On dit que voilà, l'organisation de l'UNRWA est devenue terroriste, c'est une organisation terroriste. Et nous, on avait besoin de construire un récit pour comprendre les contextes historiques et loin de polarisation, avec une rigueur qui, je pense, nous, journalistes, réalisateurs, c'est notre travail, c'est notre même responsabilité de donner ces contextes, de donner cet outil
pour que les gens comprennent aussi qu'est-ce que c'est l'UNRWA aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'était aussi et comment elle est liée non seulement à la cause palestinienne, l'histoire palestinienne depuis la Nakba, mais aussi en fait à la communauté internationale et la responsabilité aussi de la communauté internationale. Et toutes ces raisons-là, en fait, voilà, je pense, nous ont poussé aussi de faire ce film. Après, bien sûr, Nicolas va parler mieux parce que son travail sur l'UNRWA a commencé bien avant ce film. Moi, pas grand-chose à rajouter là-dessus. Simplement, c'est vrai que le temps que j'ai pu passer avec notamment les équipes de l'UNRWA, parce que c'était ça, ce temps présent dont Frédéric Pfiffer parlait avant, qui n'a pas été si long, le tournage, c'est à peu près sur une durée d'1 mois. Se dire que les gens avec qui j'ai eu l'occasion de passer ces moments, que j'ai pu suivre, qui tentaient de faire leur travail vraiment de la meilleure des manières, mais surtout avec un engagement et une précision et une rigueur absolument stupéfiante, pouvaient être accusés en même temps, alors que moi je les ai côtoyés, d'être en collusion avec le terrorisme et d'être même eux-mêmes des terroristes. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas de mots pour décrire cette dissonance. Voilà. Donc à partir de là, je pense que oui, rétablir quelque chose, ça vaut bien un film, ça vaut bien plus d'ailleurs qu'un film. Mais ça vaut surtout, enfin, avec ce film, l'idée de pouvoir vous donner la possibilité, maintenant, j'espère que le film va beaucoup circuler, notamment dimanche soir sur la RTS, mais ensuite circuler encore plus, pour que les gens puissent comprendre à quel point la mission qui incombe à l'UNRWA est non seulement difficile, voire presque impossible, c'est ce qu'on essaie de raconter dans le film, parce qu'il y a un péché originel, mais vous avez vu, les deux le disent. La personne qui, on va dire, porte la voix israélienne, du gouvernement israélien maintenant, parle de péché originel, et une autre intervenante, Stéphanie Latabdallah, on va dire, qui porte plutôt une sensibilité palestinienne, parle aussi d'un péché originel. Donc, quand on est si mal né, c'est très compliqué d'exister. Et je pense que c'est un enfant, on peut utiliser cette métaphore, enfin c'est assez simple de l'utiliser, mais c'est un enfant qui essaye tant bien que mal de se développer avec 2 fées qui ne sont pas les mêmes, voire une 3e fée qui n'était pas là le jour du baptême, qui est sans doute la communauté internationale, qui s'est un peu échappée, et qui doit porter sur ses épaules des missions qui sont non seulement complexes, mais en plus antinomiques selon les personnes qui les ont données. Voilà. Donc, UNRWA, on aurait pu appeler le film aussi Mission Impossible. Enfin, il y avait plein de titres possibles, hein. Mais UNRWA Mission Impossible, ça aurait aussi été un titre. Et je pense qu'ils s'en sortent plutôt pas mal du tout. Voilà. Ça a été dit avant, les positions sont polarisées, on le sait. Est-ce que ça a été un souci tout au long de la production, justement, d'avoir aussi la position israélienne présentée dans le film pour avoir un équilibre ou en tout cas éviter certaines potentielles critiques du film? Je pense... comme j'ai dit, en fait, on voulait comprendre et donner un contexte historique et avec rigueur. On avait besoin aussi d'écouter le discours officiel, surtout israélien. Et c'est ce que Inat Wilf représente aujourd'hui. C'est vraiment le discours officiel israélien. Mais dans le film, en fait, on l'a construit pas pour juste mettre 2 fronts opposés. C'est vraiment prendre le temps de construire les 2 récits, loin des clichés, mais vraiment dans le cœur des clichés, mais d'une manière aussi à donner au public les outils pour tirer leurs propres conclusions sur un conflit qui est hyper médiatisé depuis des années, mais toujours avec beaucoup de malcompréhension, en fait. Et justement, qu'est-ce que vous espérez que ce film puisse contribuer à faire auprès des publics qu'il va, on espère, rencontrer nombreux? Moi, je vais essayer de répondre à cette question en reprenant juste la précédente sur cette idée de faire intervenir justement cette voix, on va dire, du gouvernement israélien actuel. Ça n'a pas du tout été facile pour nous au départ, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait forcément imaginé. On a eu de nombreuses discussions avec la RTS. Et puis, au final, on pense que c'est très très bien de l'avoir intégré, parce que ça nous a fait nous-mêmes faire un travail un peu plus approfondi que peut-être ce qu'on avait commencé à faire,
Je pense que la voix d'Einat Wilf dans le film permet justement au public, aux spectateurs, de comprendre réellement quel est l'enjeu derrière les détracteurs de l'UNRWA et qu'est-ce qui est qui les anime vraiment. Parce que les détracteurs de l'UNRWA ne nous ont jamais jusqu'à présent dit ça réellement. Ils le disent entre eux. Et c'est une voix qu'on entend en Israël. Mais pour la communauté internationale, le discours officiel, c'était... Il y a des gens qui ont participé de l'UNRWA, qui ont participé au 7 octobre. L'UNRWA a des collusions avec le Hamas. L'UNRWA n'a pas vu les tunnels qui se construisaient sous l'hôpital ou sous les headquarters de l'UNRWA, etc. Mais jamais quelqu'un n'avait dit la vraie raison, en fait, dans la volonté de faire disparaître l'UNRWA, c'est la volonté de faire disparaître le peuple palestinien. C'est aussi simple que ça. Et la volonté de démanteler l'UNRWA participe de la volonté d'effacement du peuple palestinien. Voilà. Et elle l'exprime extrêmement clairement. Moi, j'ai fait cet entretien à Tel Aviv. C'était difficile, mais en même temps extrêmement intéressant. Je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que enfin, cette parole émergeait. Et j'ai l'impression que si on avait pu durer encore plus longtemps, il y aurait encore d'autres choses qui seraient sorties. C'était infini. C'est comme un fil qu'on déroule. Et enfin, j'avais l'impression d'entendre ce qu'il fallait entendre. Voilà. Donc, moi, je pense que, pour reprendre maintenant sur la question, la dernière, qu'est-ce que ce film va pouvoir faire? Ouvrir les yeux sur les vrais enjeux qui sont derrière les critiques de l'UNRWA, qui ne sont pas juste des enjeux techniques, ils ont fait ça si, ils ont fait bien, ils n'ont pas fait ça bien, il y a ça dans les manuels scolaires ou pas ça. C'est un enjeu bien plus global qui est en train de se jouer maintenant, qui est un enjeu qui rejoint ce qui est en train de se jouer avec le peuple palestinien aujourd'hui. Voilà. Super. Juste pour ajouter deux mots peut-être. Oui, en fait, c'est le peuple palestinien dont on parle dans ce film et l'UNRWA, mais je pense que l'enjeu est beaucoup plus large. C'est l'ONU, c'est la loi internationale, c'est la loi humanitaire. Et le peuple palestinien, c'est aussi le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Si on voit maintenant des massacres, de l'occupation qui continue en Palestine, des projets d'expulsion contre le peuple palestinien qui s'est dit maintenant sans aucun état d'âme par l'administration Trump. Je pense que c'est aussi un cri qu'il faut aussi, nous, citoyens du monde, qu'on croit vraiment aux droits humains. Il faut qu'on s'indigne et il faut résister à ça. Merci beaucoup. Et Merci à vous. Merci. Et cette conversation va continuer avec le panel qui va suivre. Et j'aimerais inviter Anne-Frédérique Wiedmann à monter sur scène et à présenter les panélistes de la soirée. Bonne continuation de soirée. Bonsoir. Quelle stupéfiante soirée. Si l'UNRWA disparaissait suite aux attaques persistantes, incroyables, quelles seraient les conséquences? Si le droit humanitaire, c'est les droits humains, cette violet disparaissait, quelles seraient les conséquences pour les Palestiniens, mais pour nous aussi? Quelle histoire, quelle soirée stupéfiante. Il y a quelques années, il y a quelques temps, on ne se serait jamais posé ces questions. Donc ce soir, c'est de ça là qu'on va débattre. Je m'appelle Anne-Frédérique Wiedmann, je suis réalisatrice et journaliste à temps présent. Et les personnes qui vont me rejoindre ce soir ici sont des personnalités de poids. Ce ne sont pas des observateurs, ce sont des acteurs, des personnes qui se trouvent ou se sont trouvées en première ligne dans cette partie incroyable qui se joue. Alors d'abord, en direct de Ramallah, est-elle là? Est-elle là? Peut-être pas, oui. Applaudissez-la. Hanan, good evening. So nice that... Hanan, nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce soir. Merci, je suis ravie d'être là aussi. Elle a donc été partie des négociations de paix dès 1991. Elle a été membre du Conseil législatif, puis du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine. Elle a ensuite démissionné en 2020 et elle est une figure de la société civile palestinienne. Elle a créé toute une série d'organisations qui ont toutes pour but de défendre les droits humains, la démocratie, le dialogue. Elle a été saluée et récompensée dans le monde entier.
Hanan, I know it's not easy for you these days. Hanan, je sais que c'est pas facile pour vous de parler en ce moment. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. J'attendais juste l'interprétation. Perhaps I should speak French But then? I can hear you now in English. Mais je vous entends maintenant. Il y a juste un petit écho, un petit délai. Bien, alors vous êtes à Ramallah, vous êtes au cœur de la Cisjordanie qui est attaquée, ce depuis maintenant 3 semaines. Quelle est l'impression générale? Qu'est-ce que vous voyez autour de vous? Est-ce que vous voyez de la colère, un sentiment d'injustice, la tristesse? Eh bien, très franchement, je vois le traumatisme individuel et collectif de tout le peuple palestinien. Nous sommes en colère, oui, nous sommes tristes, oui, nous sommes horrifiés aussi. La plupart d'entre nous n'en croyons pas nos yeux quand nous voyons ce qui se passe devant les yeux du monde entier. Et pourtant, il y a un manque de volonté de demander à Israël de rendre les comptes et d'arrêter ce massacre horrible, ce génocide. Les gens se préoccupent plus des mots que des faits eux-mêmes. À savoir, un peuple entier est assiégé, bombardé, tué, massacré. Des familles ont été entièrement éradiquées, les universités détruites, les hôpitaux aussi. Et les gens débattent de linguistique, de terminologie. Et on voit la mise en œuvre de l'idéologie zioniste et la plus extrémiste mise en œuvre, la Nakba, avec l'élimination totale du peuple palestinien, notre histoire, notre culture, nos discours, nos droits, et soit avec une incapacité totale de la communauté internationale à intervenir, à se mobiliser pour protéger le peuple palestinien et demander des comptes à Israël, avec la complicité, bien sûr, de la plupart des gouvernements occidentaux. Et ceci a exposé tout un tas de lignes de fracture dans le monde. On a vu les failles qui existent entre les deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, avec l'Afrique du Sud qui a porté plainte devant l'ACPI. On voit des pays qui s'occupent à défendre Israël tout en lui proposant des armes que le gouvernement peut utiliser contre le peuple palestinien sans que soient mises en œuvre les différentes résolutions adoptées. Et puis, l'on voit une fracture entre l'Est et l'Occident. On voit exposer l'incapacité du système multilatéral à protéger les gens, certes, mais aussi à sauvegarder ses propres institutions. Il faut qu'il y ait une volonté mondiale pour faire en sorte qu'il y ait un état de droit qui existe au niveau mondial. Or, on voit cette incapacité à intervenir, à protéger les victimes. Il ne s'agit pas seulement de demander des comptes à l'agresseur, à l'oppresseur, mais également, il s'agit également de mettre un terme aux crimes de guerre pour faire respecter le droit international humanitaire, les droits humains, ainsi que les résolutions des institutions judiciaires internationales. Hanan, si vous me le permettez, on va y revenir, mais si vous me le permettez, j'aimerais présenter les autres participants au panel. C'est Monsieur Jean-Daniel Ruche. Monsieur Jean-Daniel Ruche étant spécialiste de la justice internationale, il a été le conseiller politique de la procureure Carla Del Ponte, alors qu'elle pourchassait les criminels de guerre en ex-Yougoslavie. Il a aussi œuvré et travaillé des décennies pour le département fédéral des affaires étrangères, comme envoyé spécial au Moyen-Orient, comme ambassadeur dans de nombreux pays, dont Israël, où il était en langue avec le Hamas d'ailleurs, avec toutes les parties.
Il a travaillé avec plusieurs conseillers et conseillères fédérales, parfois totalement antinomiques. J'ai cité Micheline Calmiret, qui est parmi nous ce soir, avec qui il a œuvré sur l'initiative de Genève, donc cette solution de paix à 2 États. Et Ignacio Cassis, l'actuel ministre des Affaires étrangères suisse, qui est donc le premier conseiller fédéral à avoir évoqué l'idée que l'UNRWA était partie du problème et pas de la solution. Merci. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir au film ou de réagir à quelque chose. Bonsoir, merci d'être là, merci de votre intérêt et puis merci, je crois qu'on sent beaucoup de soutien pour l'UNRWA dans la salle et c'est important parce qu'il y aura des échanges très bientôt et très importantes. Et puis, bien sûr, dernier intervenant, Monsieur Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA depuis 2020. Applaudissez-le. Donc, Monsieur Lazzarini a la lourde tâche de défendre l'UNRWA alors qu'elle est l'objet d'attaques sans précédent. Il a une longue carrière dans l'aide humanitaire et la coordination internationale pour les Nations Unies, pour le CICR. Il a travaillé dans un nombre de pays impressionnants et notamment beaucoup au Moyen-Orient. Alors, l'UNRWA est objet d'attaque. Vous êtes l'objet aussi d'attaque. Sur le terrain, la situation a l'air de plus en plus difficile, de plus en plus compliquée, jour après jour. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Quelle stratégie? Quelle est la petite lumière au bout du tunnel qui est votre objectif? Bonsoir. Et tout d'abord, permettez-moi de féliciter Leïla et Nicolas pour ce film absolument remarquable qui, en fait, explique extrêmement bien les enjeux de cette agence. C'est vrai que depuis une année, on entend parler de l'UNRWA au quotidien, dans les médias, sans véritablement savoir ce que cette agence est. Avant le 7 octobre, personne ne connaissait cette agence. Depuis le 7 octobre, elle est à l'avant de la scène. Et je pense qu'effectivement, il est important de rappeler qu'on évolue dans un contexte politique extrêmement émotionnel, extrêmement divisé, et que le film le montre bien, on est confronté à 2 narratifs complètement différents et l'UNRWA se trouve au milieu de cela. Maintenant, comment est-ce qu'on vit ça? Quel va être l'avenir? Premièrement, je considère que les attaques contre l'UNRWA sont principalement des attaques politiques et c'est ce qu'on essaye de démontrer à chaque fois. Et ce film le démontre également puisqu'on a une version officielle du gouvernement israélien qui reconnaît en fait que l'UNRWA doit disparaître parce qu'on doit faire disparaître la question du statut de réfugié palestinien, on doit faire disparaître la question du retour. Et même les personnes qui étaient derrière les textes législatifs de la Knesset ont très clairement indiqué que c'était une occasion d'une génération finalement de se passer d'UNRWA et c'était le moment de le faire. Donc toutes ces accusations d'infiltration, de connivence, de sympathie avec les mouvements terroristes sont des prétextes qui sont utilisés en fait pour discréditer l'agence auprès de la communauté internationale. Maintenant, comment est-ce que je fais au quotidien? Premièrement, ce ne sont pas des attaques personnelles, ce sont des attaques sur ma fonction. C'est le commissionnaire général en charge de cette agence qui est attaqué. Si une autre personne me succède, cette personne sera attaquée exactement de la même manière. Et ce qui nous guide, c'est que, vous savez, à travers cette fonction, une parole vous est donnée, ce que les réfugiés palestiniens n'ont absolument pas. Ils n'ont même pas cette parole puisque la presse internationale est interdite, en plus d'accès à Gaza. Donc, c'est une parole qu'il faut utiliser et que, effectivement, j'ai utilisée depuis le début. Et en même temps, je sais que nous n'avons jamais été aussi loin d'une paix possible entre Israéliens et Palestiniens. Mais d'un autre côté, le cataclysme dans la région a été tel qui nous a tous surpris, évidemment. Peut-être qu'effectivement,
il y aura une réalisation que cette politique de la contenance, du containment qui a prévalu pendant plus de 75 ans n'est plus la solution, que le statu quo n'est plus une option. Qu'est-ce qui va émerger de ça? Personne ne le sait aujourd'hui. Mais je pense que aussi longtemps que le verre est 1 ou 2% plein, ça vaut la peine de continuer. Voilà. Maintenant, il y a les besoins sur place à Gaza, avec l'aide internationale qui est de nouveau suspendue, avec l'électricité coupée depuis quelques jours. Les besoins, concrètement, ce que vous voyez sur le terrain, c'est quoi? Écoutez, bon, personnellement, je suis interdit de Gaza depuis plus d'une année. Je suis interdit des territoires occupés Jérusalem depuis 8 mois à peu près. Donc, évidemment, ce que je vous rapporte, c'est ce que j'entends de la part de mes collègues. Mais on l'a vu dans ce film aussi. C'est une situation complètement post-apocalyptique pour l'instant. Gaza est réduit à un champ de ruines. La préoccupation au quotidien des gens et des enfants, c'est de trouver de la nourriture, d'essayer de trouver du réconfort. Heureusement qu'il y a un cessez-le-feu depuis le mois de février, parce qu'au moins les gens n'ont pas à se préoccuper des bombardements. Mais comme vous l'avez indiqué, il y a à nouveau un blocus qui a été mis en place il y a une dizaine de jours, ce qui n'est rien d'autre qu'une instrumentalisation de l'action humanitaire à des fins politiques de la part d'Israël. La situation ne peut que se dégrader. En tout cas, mettons-le comme ça. Au cours des 2 derniers mois, on a réussi à augmenter de manière significative l'assistance humanitaire. On a augmenté par 10, plus ou moins, collectivement. Ça a permis de renverser ce risque de malnutrition sévère, voire des alertes de famine. Maintenant, avec la mise en place d'un blocus, et sachant qu'il n'y a plus d'assistance alimentaire qui va entrer dans la bande de Gaza, ce risque va se reproduire. La question est de savoir à quelle vitesse. Et là, on le saura en fait dans les semaines à venir. La bonne chose aujourd'hui, c'est que le cessez-le-feu tient encore. Qu'on parle d'une possible extension de la phase 1 du cessez-le-feu pour pouvoir discuter de la phase 2. Mais nul ne sait aujourd'hui s'il va tenir, si Gaza va retomber en guerre, ou est-ce que ce sont des processus politiques qui vont prévaloir. Et maintenant, la question miroir, si j'ose dire, c'est les moyens d'action de l'UNRWA. Donc, il y a eu ces lois adoptées par la Knesset, donc on peut débattre de la légalité d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont ces lois et quel impact ça a sur votre mandat, sur l'exercice de votre mandat? Bon, premièrement, le débat sur la légalité a lieu. Il y a eu une motion qui a été déposée auprès de la Cour de justice internationale pour savoir si oui ou non les lois israéliennes sont légales, surtout après le jugement de la Cour internationale de justice l'année dernière, qui avait dit que l'occupation est illégale et que Israël devrait mettre terme à l'occupation. Donc cette question juridique, effectivement, elle est en cours. Maintenant, il y a 2 lois. Il y a une loi qui empêche UNRWA d'agir dans les territoires souverains de l'État d'Israël, et Israël considère Jérusalem-Est occupée comme faisant partie de son territoire souverain. Donc une loi impacte nos activités à Jérusalem-Est, où nous avons en fait des écoles pour 1 millier d'enfants, et puis on a aussi un centre d'apprentissage professionnel, plus un certain nombre de centres de santé. Ensuite, il y a une deuxième loi qui interdit tout contact entre les autorités israéliennes et les représentants de l'UNRWA. Et cette loi-là impacte en fait notre présence dans le reste des territoires occupés. Maintenant, comme on a entendu dans le film, nos employés sont principalement des réfugiés palestiniens. Donc on fait partie de la communauté. Ce sont des gens qui ont une double identité, font partie de la communauté, mais travaillent également pour l'agence. Donc malgré cette loi, nos employés peuvent continuer de maintenir des écoles ouvertes et des centres de santé ouverts. En Cisjordanie, bien qu'il n'y ait plus
de présence internationale. Il n'y a plus de présence internationale depuis le 30 janvier, date à laquelle tous nos visas ont été périmés. À Gaza, nous avons 13 000 employés. Le reste de la communauté internationale continue de dépendre fortement de notre empreinte, de notre force de travail et de notre réseau en fait sur place. Là, à nouveau, ce sont principalement les employés palestiniens qui y travaillent. Et là, j'ai toujours été clair, en tant qu'agence, nous resterons et nous délivrerons nos services jusqu'au jour où on nous y empêchera. On nous empêchera d'agir en ligne avec les principes humanitaires, mais aussi où on nous empêchera en fait physiquement de pouvoir mettre en œuvre notre mandat. Donc nous sommes, tout ça pour dire que nous sommes toujours actifs à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. À quel point vous sentez l'existence de l'UNRWA menacée? L'existence est menacée, il n'y a aucun doute. Je pense que le statu quo ou l'UNRWA que l'on a vu dans ce film ne va pas survivre longtemps. Je pense que pour sauver l'agence, on doit s'insérer dans un cadre politique, et pour avoir un cadre politique, il faut un processus politique. Et la vraie question est de savoir si oui ou non, il y a un processus politique. Il y a quelques initiatives de la part des pays arabes pour essayer de relancer des conditions pour une possible normalisation dans le futur, qui demandent à ce que la question palestinienne soit adressée. Et c'est uniquement dans ce cadre-là que UNRWA va pouvoir continuer à maintenir ses services, mais également à pouvoir préparer les futures institutions palestiniennes qui pourraient reprendre nos services. On entend toujours la question, est-ce que vous pouvez être remplacé ou pas remplacé? On peut être remplacé, mais on peut être remplacé par une institution palestinienne. Il n'y a aucune ONG ou aucune autre agence des Nations Unies qui a eu pour fonction, et on l'a entendu dans le film aussi plusieurs fois, de délivrer des services publics. On est un service public pour une des populations les plus vulnérables de la région, que sont les réfugiés palestiniens. On est leur ministère de l'Éducation, on est leur ministère de la Santé, c'est-à-dire on est leur ministère pour certains droits fondamentaux qu'un État normalement délivre. Des besoins immenses, des moyens limités. Comment vous évaluez l'attitude des États à votre égard, États qui ont quand même créé l'UNRWA? Écoutez, les États disent une chose et souvent agissent différemment. Pour commencer, on a un très très fort soutien à l'Assemblée générale, une très très forte majorité d'États membres qui renouvellent notre mandat. On a un mandat de service public, mais on n'a pas les instruments fiscaux d'un service public. Et donc, on dépend complètement des contributions volontaires de ces mêmes États qui nous demandent d'apporter de l'éducation sur une base universelle à tous les réfugiés palestiniens au Liban, en Jordanie, en Syrie, en Cisjordanie et à Gaza. Et avec l'élection de Trump, vous allez perdre 30% de votre budget. On l'a déjà perdu. On l'avait perdu il y a une année, tout simplement avec la nouvelle administration. Il n'y aura pas de retour en fait de l'administration. Nous avions déjà anticipé que certainement l'administration américaine ne retournerait pas. Jean-Daniel Ruch, spécialiste de la Suisse, vous connaissez les arcanes du DFAE. On va discuter le 18 au Parlement de la question du financement par la Suisse de l'UNRWA. Si c'est non, la Suisse sera le deuxième pays avec les États-Unis, finalement, à retirer sa contribution, si je ne me trompe pas. Comment vous comprenez cette politique suisse qui a changé drastiquement, en fait, ces dernières années? Comment vous l'expliquez? Je crois que ça montre l'influence des lobbies israéliens sur notre politique fédérale à travers le Parlement et le gouvernement. Moi, ça fait longtemps qu'on savait que ça venait. J'ai même, quand j'étais ambassadeur en Israël, écrit
des rapports sur le sujet. Et puis, je croyais que j'écrivais des avertissements, mais en fait, je vois que j'écris des scénarios de films, parce que, enfin, pas le film qu'on vient de voir, bien sûr, mais j'avais écrit à l'époque que oui, il y a des opérations d'influence israélienne en Suisse. J'expliquais à travers quel biais, à travers quel destinataire, et puis j'ai dit les objectifs, c'est numéro 1, supprimer le soutien suisse à l'UNRWA, numéro 2, interdire le Hamas, numéro 3, interdire le Hezbollah. Et puis, on voit que c'est en train de se réaliser au Parlement. Donc finalement, le Parlement, mais on l'a aussi vu avec l'annulation de la conférence des hautes parties contractantes qui aurait dû avoir lieu vendredi dernier. Il suffit d'un coup de fil du ministre des Affaires étrangères israélien à notre ministre des Affaires étrangères, à nous, et puis on annule, on obéit en fait aux demandes israéliennes. Mais bon, voilà, il y a un fort soutien au Parlement. C'est pas perdu. Il y a un vote le 18 mars au Conseil des États. Quand je parlais d'échéance tout à l'heure, c'est ça l'échéance. Aux commissions, les voix étaient très partagées, 6 contre 6. Et c'est le président UDC qui a fait pencher la balance contre le renouvellement des 10 millions à l'UNRWA. Mais en plénière, il y a encore une chance. Pour notre part, nous essayons de faire le maximum avec quelques amis. Demain, on va faire une conférence de presse à Berne. Et il y aura aussi des voix israéliennes juives qui vont plaider en faveur du renouvellement du soutien de la Suisse à l'UNRWA. Donc il faut bien voir qu'il y a aussi en Israël des voix qui trouvent que ce que vous faites, Philippe, c'est quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut continuer à le faire. Et puis après, évidemment, un de nos arguments, c'est la tradition humanitaire, c'est la tradition de la Genève internationale que vous êtes en train de détruire. Et puis, je dis aussi à tous ces membres du Conseil des États qui hésitent, demandez-vous si vos enfants ou vos petits-enfants vous demanderont un jour, papa, est-ce que tu as participé, est-ce que tu as été complice d'un génocide à Gaza en refusant le soutien à l'UNRWA? C'est des questions qui sont légitimes. D'ailleurs, il y a même eu des rapports internes du DFAE sur le sujet, mais ce sont des rapports qui sont légitimes parce que d'abord, la Cour internationale de justice a établi que précisément à cause des restrictions de l'assistance humanitaire, il y avait un risque plausible de génocide à Gaza. Et puis, c'est très possible que dans une génération, il y ait des rapports là-dessus, comme on a eu tout récemment un rapport sur le traitement des Yéniches par la Suisse, qui a été défini comme un crime contre l'humanité. Et puis aujourd'hui, on pourrait demander aux gens qui étaient au gouvernement, au Parlement à l'époque, dis donc, papa, est-ce que tu as commis un crime contre l'humanité? Et puis peut-être dans une génération, les gens qui sont conseillers aux États aujourd'hui, ils devront faire face à ces questions-là. Donc c'est vraiment une question de conscience. Et puis notre rôle, je crois à tous, c'est d'essayer d'éveiller la conscience de nos élus pour qu'ils se rendent compte de ce que ça signifie. On a parlé de l'absence de réaction, ou tout au moins du manque de réaction des États, des communautés internationales, on peut dire peut-être maintenant, face aux violations des droits humains, du droit humanitaire. Jean-Daniel Ruche, est-ce que c'est possible de lister ces violations? Bon, alors d'abord, j'aimerais dire que ce n'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas eu de réaction. Il y a eu très peu de réaction au niveau politique. C'est bien sûr, mais on sait que le Conseil de sécurité est dysfonctionnel depuis une bonne quinzaine d'années. Ça a changé un petit peu, et je dirais presque étrangement, avec les différentes ruptures transgressives introduites par Donald Trump, puisqu'il y a quelques semaines, il y a une décision positive sur l'Ukraine au Conseil de sécurité, avec le vote positif de la Russie et des États-Unis, mais l'abstention des deux puissances européennes, ce qui était un petit peu bizarre. Alors allez savoir, est-ce que quelque chose de similaire pourrait se passer sur Israël? On ne sait pas. Mais en attendant, il faut bien voir que le Conseil de sécurité, même si quand il prend des résolutions, ça reste toujours, la plupart du temps, déclaratoire. Les institutions qui ont des griffes, et puis qui peuvent quand même un petit peu faire mal, au moins un petit peu,
c'est la Cour internationale de justice en partie, mais qui est bien silencieuse depuis plus d'une année maintenant, hein, quand elle a dit qu'il y avait un risque plausible de génocide, qu'elle a ordonné des mesures conservatoires, notamment une augmentation du nombre de camions, que ça n'a pas été vraiment suivi d'effet, voire le contraire. Mais l'autre institution qui, à mon avis, a encore plus d'impact potentiel, c'est la Cour pénale internationale. Le rôle de la Cour pénale internationale, c'est de juger de la responsabilité individuelle. Et je dis bien individuelle. On ne juge ni Israël ni le Hamas. On juge des individus, des responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes de génocide. Alors, pour le moment, il y a eu 5 inculpations, quand même, qui ont été sorties. Et il a fallu beaucoup de courage à Karim Khan et aux 3 juges de la Chambre de la Cour pénale internationale pour sortir ce jugement. Ils font face à toutes sortes de pressions, voire des risques de sanctions américaines, sanctions qui pourraient aller jusqu'à des sanctions financières, ce qui ne rend pas la vie facile. Donc, 5 inculpations sont sorties. Les 2 inculpations contre Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, concernent 4 chefs d'inculpation, 2 chefs d'inculpation de crimes de guerre, affamer délibérément des civils et diriger intentionnellement des attaques contre la population civile. 2 chefs d'inculpation de crimes contre l'humanité. La différence, c'est que les crimes contre l'humanité se réfèrent à des attaques systématiques contre des civils, systématiques et massives contre des civils. Et les 2 chefs d'accusation sont meurtre et persécution ou autres actes inhumains. Par ailleurs, il faut soulever, comme j'ai dit, il faut rappeler que la Cour internationale de justice a reconnu un risque plausible de génocide, que les 2 probablement plus grandes, plus sérieuses organisations non gouvernementales du monde qui s'occupent de droits de l'homme, Amnesty International et Human Rights Watch, eux, après une analyse extrêmement détaillée des faits, ces 2 organisations sont arrivées à la conclusion qu'on pouvait dire que oui, le crime de génocide est perpétré ou a été perpétré par Israël à Gaza. À part ça, il y a d'autres allégations. Alors, il y en a une douzaine pour les crimes de guerre. Je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais les violences sexuelles du côté israélien, les violences sexuelles, les viols, surtout dans les prisons israéliennes, les déportations, les destructions de biens, les attaques contre des hôpitaux, contre des bâtiments religieux, des attaques contre des gens qui fournissent l'aide humanitaire, etc. Il y en a une douzaine comme ça. Et puis, il y a aussi quelques allégations de crimes contre l'humanité qui mériteraient peut-être, certainement de faire l'objet d'une enquête, peut-être de faire l'objet d'inculpations supplémentaires. Du côté du Hamas, donc 3 personnes ont été inculpées, 2 sont mortes depuis, ont été tuées depuis par les Israéliens. Donc il en reste un dont la survie est incertaine, Mohamed Deif. Et lui, il est inculpé de 6 chefs d'inculpation de crimes de guerre et de 5 chefs d'inculpation de crimes contre l'humanité. Je les passe vite en vue. Meurtre, traitement cruel, torture, prise d'otage, naturellement, atteinte à la dignité de la personne, viol et autres formes de violence sexuelle, et crimes contre l'humanité, donc perpétrés de manière plus systématique, meurtre, extermination, torture, viol et autres formes de violence sexuelle. Donc voilà la liste, ça serait presque une liste à la Prévert si ce n'était pas aussi malheureux. Ouais. Dr. Ashraoui, it's a very long list. Il s'agit d'une liste très très longue pour beaucoup de silence. Quelle est votre perception des attaques contre le droit international? Les placeriez-vous au même niveau que les attaques contre l'UNRWA? Est-ce qu'attaquer l'UNRWA revient à attaquer le droit international humanitaire en soi? Tout à fait. Alors tout d'abord, permettez-moi de dire que Philippe Lazzarini a le travail le plus difficile du monde. Et je crois que ceci est vrai de dire
différents directeurs successifs de UNRWA que j'ai rencontrés, connus et avec lesquels j'ai travaillé. Parce que ceci n'est pas neuf. Les attaques contre UNRWA ont commencé et ont été très visibles dès 67 et sont ensuite devenues très visibles avec la montée des mouvements nationaux palestiniens et la résistance palestinienne. Et ceci fait partie du projet d'éradication de l'histoire palestinienne. Je ne voudrais pas parler de la narrative, mais de l'histoire, de la culture. Ce sont des faits. Et donc, une fois de plus, parce que UNRWA est une organisation unique qui a été établie spécifiquement par la communauté internationale pour s'occuper d'une population spécifique, pas une population internationale ou générale. Et celle-ci avait deux mandats, de prendre soin des réfugiés et de la population vulnérable sur la base de deux droits fondamentaux, le droit du retour et la compensation. Et donc, de nombreuses façons, ce mandat reste pertinent tant que la question des réfugiés n'est pas résolue. Et les résolutions 194, 194 de l'ONU parlent du droit de retour. Et jusqu'à ce que ceci soit réalisé, eh bien, UNRWA a la responsabilité du bien-être, du développement et de la sécurité des réfugiés palestiniens et en tant que tel doit agir comme à remplacer, doit agir comme un gouvernement pour les réfugiés et alors que ceux-ci sont déplacés sur de nombreux endroits. Ceci dit, les campagnes de désinformation et de calomnie, les mensonges monstrueux qui sont posés contre UNRWA continuent. UNRWA est devenue la victime de conflits israéliens et ce sont les victimes de l'attaque des Israéliens sur les Palestiniens et UNRWA est perçue comme faisant partie intégrante de la réalité palestinienne et c'est une narrative, c'est une continue de la narrative et de la souffrance des réfugiés, du nettoyage ethnique des Palestiniens et donc du déplacement et du remplacement d'une nation entière et une tentative d'éradiquer cette nation. Et donc, tant qu'il y aura UNRWA, il y aura, aux yeux des Israéliens, la perception que la réalité palestinienne continue d'exister et que la communauté internationale y reste engagée à préserver la colonisation. Il y a également un dédain complet pour le système multilatéral, pour l'ONU, pour la communauté internationale, de la part d'Israël. Et ceci, aucune résolution onusienne n'a été mise en œuvre par Israël. Et en même temps, il traite l'ONU. Revoyons. Donc, il parle de la charte de droits humains et de l'Assemblée générale. Ils font partie de cela et ils ont le sentiment d'avoir le droit de maltraiter, de mentir, d'utiliser des insultes, des critiques envers la communauté internationale en les traitant de terroristes, d'antisémites. Et donc, n'importe quelle organisation, n'importe quelle résolution, n'importe quel système juridique, que l'on parle de droit international humanitaire qui menace ou questionne Israël est directement attaqué. Le droit international humanitaire, comme vous l'avez dit, dont la Suisse est dépositaire, puisqu'elle est dépositaire de la Convention de Genève, eh bien, la communauté internationale est responsable de la mise en œuvre du droit international humanitaire. Et donc, tous les signataires de la Convention internationale humanitaire, toutes les hautes parties, et UNRWA fait partie de ce projet. Une attaque sur UNRWA est une attaque sur le droit international humanitaire et du système juridique international, sur le judiciaire, la Cour internationale de justice, la CPI, le CIG, et de maintenir l'impunité des oppresseurs, des agresseurs et le traitement préférentiel, les préférences qui lui sont données, les droits qui lui sont octroyés pour pouvoir violer le droit. Et
et d'empêcher la protection des victimes. Si l'on considère tout ceci, il faut contextualiser UNRWA pour comprendre non seulement sa signification, mais également la sévérité de l'attaque sur une entité qui est juridiquement, historiquement et culturellement qui a pour but de défendre la société. Il y a eu des attaques également, des calomnies contre des individus membres de UNRWA également. Et donc, partout, les moyens nécessaires, tous les moyens nécessaires sont utilisés non seulement pour marginaliser, mais pour démanteler et pour détruire UNRWA. Le système juridique et le système humanitaire et le système de droits humains, ainsi que le système multilatéral de l'ONU et de ses institutions sont toutes sous attaque actuellement. Et si ceux-ci abandonnent UNRWA et s'ils permettent à Israël de détruire UNRWA, comme ils sont en train de le faire, je crois que Philippe est très optimiste parce que je sais combien il est difficile pour eux de fonctionner actuellement. Ils considèrent Jérusalem et le reste des territoires occupés comme étant sous le contrôle souverain d'Israël, alors qu'ils ne le sont pas. Mais Israël agit comme si ça l'était. Ils ont fermé les écoles, ils refusent, ils refusent de respecter le statut des travailleurs et travailleuses internationaux. Et ils ont également fermé, limité Jérusalem-Est. Docteur Ashraoui, j'aimerais revenir à la question de Docteur Lazzarini et de futur d'UNRWA que nous venons de présenter. Il y a deux possibilités pour l'avenir de l'UNRWA. Lesquelles? Écoutez, les deux possibilités aujourd'hui, c'est soit l'implosion, et à ce moment-là, on va créer un vide, mais on va aussi sacrifier des centaines de milliers d'enfants qui aujourd'hui vivent dans les ruines, sont profondément traumatisés, et en l'absence d'un État qui fonctionne, n'auront aucune chance de retourner dans un environnement éducatif. Il n'y a aucune alternative en place, et comme je le disais avant, il n'y a aucune agence des Nations Unies en mesure de directement délivrer d'éducation à cette échelle. Et la deuxième possibilité, c'est de dire, évidemment, le statu quo n'est pas viable, on entre dans une phase de transition et on a une fin du mandat qui est ordonnée, mais qui s'insère dans le cadre d'un processus politique. Mais s'il n'y a pas de processus politique, je ne vois pas comment l'UNRWA, dans le contexte actuel, va pouvoir continuer à maintenir ses services. Donc ça créera un vide à Gaza, ça va affaiblir encore plus l'autorité palestinienne dans le West Bank, qui, elle, déjà lutte pour pouvoir maintenir les services qu'elle délivre. Et puis ça va provoquer une onde de choc dans les pays limitrophes qui tous ont leur propre fragilité interne, différente d'un pays à l'autre, différente de la Jordanie avec celui du Liban par exemple. Donc vous dites transition dans le sens que l'UNRWA deviendrait en fait cet embryon, ou bien s'inscrirait dans un embryon, dans un futur État palestinien, c'est ça? Est-ce que c'est crédible d'imaginer ça aujourd'hui? Quand on parle du temporaire qui dure, et ça, c'est peut-être un autre côté assez unique de l'agence. Nos employés ne sont pas payés de la même manière que des employés des Nations Unies. Leur benchmark, comment dire, leur comparateur, c'est l'État hôte. Et en l'occurrence, c'est l'autorité palestinienne. Pourquoi? Parce qu'on souhaite que notre force de travail, le jour où il y a une solution politique, s'il devait y en avoir une, soit compatible pour pouvoir s'insérer dans la force de travail du futur État. Donc effectivement, toute la logique opérationnelle de l'agence, sur un provisoire qui a duré pendant 75 ans, était basée là-dessus. Maintenant, juste un commentaire, deux commentaires. Le premier, lorsqu'on parle de l'agence faisant partie du problème, le problème c'est l'absence d'une solution politique. Soyons clairs. C'est comme si vous blâmez une action humanitaire de prolonger un conflit. Non, un conflit est prolongé parce qu'il n'y a pas de réponse politique au conflit. Mais c'est certainement pas parce qu'on apporte de l'aide humanitaire d'urgence.
Deuxièmement, il ne faut pas s'y méprendre. Au-delà d'UNRWA, c'est le reste du système des Nations Unies qui est remis en question aujourd'hui déjà. Toute organisation faisant du plaidoyer de droits de l'homme est interdite. Toute NGO internationale qui fait du plaidoyer se voit les visas refusés. D'autres agents des Nations Unies qui ont fait du plaidoyer ne sont plus présents à Jérusalem ou à Ramallah. Il y a véritablement une volonté de contrôler entièrement le narratif. Et aujourd'hui, au Parlement israélien, il y a une série de lois qui sont en discussion qui vont encore restreindre encore plus cet espace. Donc ce n'est pas que l'UNRWA. L'UNRWA, on peut l'expliquer comme le film l'a extrêmement bien fait à travers un angle palestinien, mais au-delà de ça, l'impact va bien au-delà. Et l'impact touche tout témoin ou toute organisation ou toute personne engagée dans un plaidoyer des droits de l'homme ou du droit international. Confronté à cette réalité, tout en étant réaliste, qu'est-ce que les États, certains États, on ne peut pas, pourraient faire ou devraient faire pour arrêter cette évolution? Écoutez, au cours des derniers mois, je me suis beaucoup engagé avec les membres de ce que l'on appelle en anglais la Global Alliance for the Two-State Solution, qui est une initiative de l'Arabie Saoudite, de la Ligue arabe et de la communauté européenne, pour essayer de revitaliser l'esprit du plan de paix arabe, mais également pour essayer de mettre sur la table quelles pourraient être dans le futur les conditions pour une normalisation. Donc, comme Hanan Ashraoui dit, je suis un optimiste, certains disent naïvement optimiste, mais si je n'ai pas ce côté naïf et optimiste, j'aurais rendu le tablier depuis bien longtemps. Donc, il faut effectivement essayer de trouver une voie. On entend beaucoup trop de gens qui disent que c'est sans issue, on ne peut pas résoudre, on est trop loin d'une solution. Si c'est le cas, accélérons le démantèlement d'une agence comme la nôtre. Mais pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à cette conclusion. On peut y arriver peut-être bientôt, je ne sais pas. Je pense que les semaines, les mois à venir vont nous le dire. Et en plus, au mois de novembre, il y aura le débat à l'Assemblée générale sur le renouvellement du mandat de l'agence. Monsieur Ruch, vous avez envie de réagir à l'optimisme relatif de Monsieur Lazzarini? Bon, moi je pense que la pente naturelle des choses, et ça fait longtemps que je le vois venir comme ça, la pente naturelle des choses, ça mène soit au nettoyage ethnique pur et simple, dans un sens comme dans l'autre, hein. Ça dépend de si on parle court terme, moyen terme ou long terme, ou bien à la constitution de réserves d'Indiens ou d'espèces de Bantoustan. On le voit déjà à l'œuvre en Cisjordanie d'ailleurs. Maintenant, pour sortir de ces ornières-là, il faut qu'il y ait 3 étoiles qui soient alignées. Premièrement, une unité palestinienne avec un président légitime. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vraiment eu ça. Deuxièmement, un premier ministre israélien qui soit d'accord de jouer le jeu de la solution à 2 États. Et puis d'arrêter la colonisation et de faire ce qu'il faut. Alors ça fait depuis Ehud Olmert qu'on n'a pas vu ça. Et puis troisièmement, un président américain qui est prêt à investir son capital politique, malgré le Congrès, pour arriver à une solution. Et là, c'est là où je vais vous surprendre, parce que sur les 2 premiers points, je ne suis pas très optimiste, hein. Unité palestinienne et puis un Premier ministre qui est prêt à accepter la solution à 2 États. Par contre, Trump nous surprend. Trump nous surprend. C'est un transgresseur, c'est un gars qui provoque des ruptures. Alors évidemment, il a un discours qui est épouvantable, il a un discours de nettoyage ethnique, hein, on va faire la Riviera. Mais il dit ça, mais regardez les actions. Ce cessez-le-feu, il aurait pu être conclu quelques semaines après le 7 octobre 2023. Le cessez-le-feu, le plan était sur la table en mai 2024.
Biden n'a pas été capable, ou l'administration Biden n'a pas été capable de faire ce qu'il fallait en termes de levier politique pour contraindre ou convaincre le gouvernement israélien d'accepter ce cessez-le-feu qui avait été accepté par le Hamas déjà au printemps dernier. Et c'est Trump, ou plutôt son envoyé spécial, un samedi matin à 10h, jour de Shabbat où d'habitude sacro-saint, on ne travaille jamais, qui a sorti Netanyahou de sa maison pour le faire accepter ce cessez-le-feu. Et malgré tous les aléas, toutes les fragilités qu'il peut y avoir, malgré toutes les déclarations de Trump, et on le sent saliver en pensant à tous les beaux bâtiments qu'il pourrait construire à Gaza, malgré cela, qu'à un cas, le cessez-le-feu tient. Il y a eu encore des otages de prisonniers, des échanges d'otages contre les prisonniers. Donc ça tient. On n'a jamais eu une situation pareille sous Biden. Donc c'est pour ça que je dis, avec Trump, on peut avoir des surprises. Mais pour ça, il faudrait encore que les deux autres soient alignés. Et encore un point, le plan de paix arabe, enfin le plan de paix, c'est pas vraiment un plan de paix, c'est plus un plan de reconstruction de Gaza. Il est détaillé, ça vaut la peine d'aller le voir. Et moi, je le trouve assez crédible et plutôt encourageant. Plutôt encourageant parce que selon ce plan, Gaza pourrait être reconstruit en 5 ans. Et puis la facture est même pas si énorme. Quand on pense, je sais pas, au prix des armements qu'on a livrés en Ukraine, le prix de la facture, c'est 53 milliards de dollars. C'est même pas tant que ça. Donc, quand on voit tous ces éléments, on se dit, il y a quand même des zones un petit peu de raison d'être un petit peu positif, disons ça prudemment comme ça. Dr. Ashraoui, briefly. Madame Ashraoui, très brièvement, parce que le temps file, entre l'optimisme naïf de Monsieur Lazzarini et la confiance que Monsieur Rush place en Monsieur Trump, quel est votre sentiment? Bon, moi, je reste très préoccupée, très inquiète. Les gens parlent d'une solution à 2 États, on en parle toujours, mais Netanyahou et son gouvernement, qui est le plus extrémiste de l'histoire d'Israël, ne veut pas d'État palestinien. Et aucun gouvernement n'a jamais parlé d'État palestinien en Israël, ni d'autodétermination, ni de souveraineté palestinienne. C'est quelque chose que personne n'accepte, même au milieu des pourparlers de paix. Le mieux qu'ils voulaient, c'était des enclaves, des centres de population palestinienne entourés par des colonies israéliennes sans aucun droit souverain, sous le contrôle ou la souveraineté israélienne. Donc ce type de nettoyage ethnique et la transformation de la Palestine en un grand Israël, c'est pas nouveau, ça se fait graduellement, mais sous les radars. Et comme il y a une absence de reddition de comptes de la part d'Israël, les Palestiniens en paient le prix. Les Palestiniens sont diabolisés, déshumanisés, ils n'ont aucun droit. Le monde n'y fait plus attention, si ce n'est l'opinion publique, notamment celle des mouvements progressistes, des jeunes, ceux qui comprennent ce que cela veut dire que d'être des victimes. Les gouvernements occidentaux sont désensibilisés aux souffrances palestiniennes et à leurs droits, sinon ils auraient agi différemment. Et donc, forte de mon expérience, je suis très préoccupée. Les Palestiniens se sentent abandonnés, trahis, mis de côté, et ils l'ont été. Je n'ai jamais vu un peuple souffrir autant de manière différente. À Gaza, en Cisjordanie, des attaques, des privations, de la famine, perte de terre, perte de foyers. C'est en cours, ça a lieu tous les jours. Il n'y a pas besoin d'enquêter pour arriver à cette conclusion. Et donc, à moins qu'il y ait une volonté politique de mettre un terme à cela immédiatement, eh bien, on n'arrivera pas à reconstruire, on n'arrivera même pas à parler d'un plan de paix avec une solution à 2 États. Il faut arrêter ce qui est en train de se passer maintenant. Il faut maintenir le peuple palestinien sur ses terres, sinon un transfert a lieu.
Il faut arrêter cette trajectoire qui est en cours. Israël le fait délibérément, sous les yeux des gens. Les gens le voient. Sans qu'il y ait de mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité, de la CPI. Rien n'a de sens, rien ne fera de différence, à moins qu'il y ait une volonté politique des grandes puissances pour prendre ces résolutions au sérieux et les mettre en œuvre. Sinon, ils continueront d'être manipulés par le système de veto, des dizaines de résolutions portant sur la Palestine ont fait l'objet d'un veto suite à des manipulations d'Israël qui souhaitent continuer en toute impunité. Et puis, il y a l'approvisionnement en armes. Donc, à moins que l'on comprenne que l'égalité, cela veut dire que les gens des deux côtés sont égaux, on n'arrivera pas à trouver de solution. Israël continuera de les bloquer et avec l'appui de ses alliés. Donc je suis très préoccupée, je sais combien c'est difficile, je sais quelles sont les souffrances, mais il faut que l'on continue, on n'abandonnera pas, le peuple palestinien n'abandonnera pas, jamais. Maintenant, vraiment très brièvement, parce qu'on va devoir ouvrir... On attend vos questions après, bien sûr. Au FIFDH, on n'aime quand même pas que le public parte totalement déprimé. Donc, est-ce que vous deux, vous auriez... Enfin, que faire? Comment agir? Comment répondre à ce qui se passe? Quels signaux donner? Je ne sais pas lequel de vous deux voudrait commencer. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on vient les deux des montagnes jurassiennes, mais on est les deux des optimistes par définition. Donc, essayons toujours de voir où il y a des choses à faire. Moi, ce que j'aimerais dire pour les gens qui veulent s'engager, il y a beaucoup d'organisations de la société civile israélienne, palestinienne et internationale qui s'engagent, qui se retrouvent, qui essayent d'inventer un futur qui est différent, et il faut les soutenir. Alors moi, j'aimerais en citer une qui est particulièrement précieuse à Genève, qui s'appelle Beit of Hope, qui a déjà réussi à faire venir une soixantaine d'activistes israéliens et palestiniens à Genève à 2 reprises. La 3e fois, parce qu'il n'y avait pas de financement fédéral suisse, ils sont allés à Berlin parce que le gouvernement allemand paye pour ce genre d'activité. Et là, franchement, chacun peut s'engager. Donc moi, j'encouragerais les gens à faire ça. Après, deuxièmement, si vous êtes suisse et que la position du gouvernement suisse ne vous plaît pas, je vous rappelle que vous avez des conseillers nationaux, des conseillers aux États. Vous avez un gouvernement genevois qui a donné 500 000 francs, il pourrait peut-être donner plus. Et puis, il y a d'autres gouvernements cantonaux. Donc, on a cette chance d'avoir un pouvoir de proximité qui est facilement atteignable. Donc, n'hésitez pas à parler, à faire pression, à encourager vos élus à avoir une attitude beaucoup plus active. Et puis, dernièrement, une note quand même positive aussi. J'ai parlé des inculpations. Moi, je ne crois pas aux résolutions du Conseil de sécurité. Par contre, les inculpations, elles ont déjà un impact. Dire Netanyahou et Gallant, s'ils viennent en Suisse, ils seraient arrêtés. Alors en France, je ne sais pas trop, parce que les Français ont été un peu ambigus, les Allemands forcément, mais l'Office fédéral de la justice, pas le DFAE, l'Office fédéral de la justice en Suisse a très clairement dit on a des obligations, on va les remplir. Et ça, c'est quand même aussi déjà une bonne nouvelle. Et j'aimerais rappeler dans ce contexte qu'à 2 reprises, des officiels israéliens ont soit renoncé à se rendre en Suisse, soit écourté leur séjour, parce qu'ils avaient peur de finir devant le procureur de la Confédération. Ehud Olmert et Tzipi Livni. Donc c'est des choses qui existent, c'est des choses qui sont réelles. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut compter. Il y a une pression internationale. J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que je passe beaucoup de temps avec les parlements en général, parce que les gouvernements se trouvent sous pression de leur parlement. Et effectivement, la plupart du temps, ils sont sous pression parce qu'ils n'ont pas le temps de s'informer. C'est une
c'est aussi une guerre de désinformation, c'est une guerre de propagande. Et je pense pour essayer de comprendre la complexité du contexte et la complexité de ce qui est en jeu, ça nécessite un désir de vouloir écouter. Et pour cela, je pense que chacun d'entre nous, effectivement, soit à travers la société civile, soit directement avec les élus, peut jouer un rôle. Merci. Merci à tous les panélistes. Excusez-moi, c'est la ville qui a donné 500 000 francs, pas le canton. Hein. Exactement. Oui, voilà, avec mes excuses. Je crois que Zurich a donné 800 000 d'ailleurs. Hein. Ah. On a quelques minutes pour les questions. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question? Est-ce qu'il y a ici... Donc les questions, vraiment des questions, il ne s'agit pas de prise de position ou d'avis personnel, c'est vraiment des questions qui s'adressent à M. Lazzarini, à Mme Ashraoui et M. Ruch. Merci. Dans ce qu'on peut faire, parce que vous parliez de ce qu'on peut faire, est-ce que si toute la salle écrit pendant ce week-end à nos conseillers aux États, ça pourrait avoir un impact? Oui. Si la salle est représentative des membres du Conseil d'État, je pense que oui. Je crois qu'il y a un conseiller d'État qui est dans la salle, peut-être qu'il pourrait vous donner des conseils pour savoir à qui écrire. Bon, je ne voulais pas prendre la parole, je laissais plutôt le public, mais c'est vrai que cet enjeu du 18 mars est essentiel. Ce soir, il y a 21 conseillers aux États sur 46 qui sont prêts à rejeter la proposition de la Commission qui est d'arrêter immédiatement et définitivement. Donc il nous faut d'ici mardi avoir 3 personnes supplémentaires qui rejoignent nos rangs et c'est extrêmement difficile. Je dirais que, par chance, vous pouvez compter sur les 2 élus au Conseil des États genevois pour refuser cette proposition, que ce soit M. Poggia et moi-même. Donc, nous refuserons cette solution qui est proposée par un UDC et par le Conseil national. Par contre, si vous avez des amis qui sont dans des cantons de Suisse allemande, qui sont, disons, en Suisse centrale, c'est à eux qu'il faut demander d'écrire à leurs propres élus, parce que c'est là où on trouve la résistance et où il y a eu une désinformation massive par des organisations financées par Israël. Voilà, merci. Mais jusqu'à mardi, il n'y a pas la possibilité de faire une projection de ce film pour les politiciens pour essayer. Où est Nicolas? Ah voilà. Projection du film pour les parlementaires. Si on peut faire des projections pour les parlementaires. Alors, c'est prévu. Il y a une projection lundi au cinéma Rex à Berne à 12h, qui est prévue en fait surtout pour ça. Pour que les parlementaires qui sont en pleine session puissent s'y rendre. Le cinéma Rex n'est pas très loin du Parlement. Et l'idée, c'est qu'il y ait un maximum de parlementaires pour qu'ils puissent être un peu sensibles à ce que vous avez pu voir dans le film. Maintenant, les gens qui organisent cette projection m'ont dit qu'il ne fallait pas escompter sur le fait qu'il y ait énormément de parlementaires, parce que quand ça arrive, en général, ils se déplacent assez peu. Ils sont très, très pris par leurs commissions respectives. Mais voilà, en tout cas, on fait ce qu'on peut de notre côté. Ce que je voulais juste rebondir... quand Carlo disait qu'il fallait faire surtout du lobbying en Suisse allemande, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que donc, la RTS non seulement a soutenu le film, mais l'a coproduit activement, et qu'on espérait que le film puisse passer sur la SRF, parce qu'ils ont les droits de ce film en plus, ils peuvent le passer pour rien, et ils ont choisi de ne pas le diffuser. Voilà. Donc ça montre bien quand même, ce Rösti-Graben politique est aussi un Rösti-Graben malheureusement médiatique. Et cette parole qu'on essaie de porter dans le film ne pourra pas être portée bientôt en Suisse allemande. Voilà. Donc il faut continuer coûte que coûte par tous les moyens possibles. Merci. Encore une dernière question. Thierry Germont. Question à M. Ruch. Évoquant la conférence des hautes parties contractantes aux conventions de Genève qui a été annulée,
Vous avez dit qu'il a suffi d'un téléphone du ministre des Affaires étrangères israélien à M. Cassis pour que ce soit annulé. Moi, il y a une question qui m'a paru intéressante. Malheureusement, je ne semble pas avoir vu de commentaires dans la presse. C'est ce projet de déclaration commune où le DFAE a été très laconique, si ce n'est de dire que bon, tout le monde n'était pas d'accord là-dessus. Alors j'ai posé la question au DFAE si je pouvais avoir copie de ce projet de déclaration commune ayant été adressé aux 196 États parties. Il me semble que ce n'est pas confidentiel. Mais voilà la réponse que j'ai reçue. Cher monsieur, nous ne pouvons que vous indiquer que le dépositaire a communiqué le projet de déclaration aux parties. Ce projet n'ayant pas reçu le soutien d'une masse critique interrégionale de hautes parties contractantes, il n'a pas été adopté et le dépositaire ne fait donc aucun commentaire sur son contenu. Il me semble que ce document est très fondamental si on veut comprendre de quoi il ressort. D'autant plus qu'il est apparu plus ou moins entre deux phrases que le groupe arabe avait un problème par rapport à une référence hypothétique à la question des prisonniers. Mais si on fait une conférence des hautes parties contractant convention de Genève par rapport au territoire occupé, il me semble que la question des prisonniers est une question primordiale. Donc si c'est là-dessus qu'il y a difficulté, je pense que le citoyen a le droit de savoir ce qu'a négocié la Confédération et quelle a été l'attitude des différents groupes politiques de pays. Moi, je ne représente pas la Confédération, hein, Dieu merci, je ne travaille plus pour la Confédération. Il y a peut-être des raisons d'ailleurs. Mais ce que je peux vous dire, parce que moi, on m'a montré le texte. On ne m'a pas donné de photocopie ni rien du tout. Mais je ne sais pas si M. Sommaruga là. Mais ce qui était très clair, c'est que par rapport aux textes qui ont déjà été approuvés, soit dans une conférence comme ça, soit dans le cadre de l'ONU, ce texte était très en deçà. Donc, du point de vue de l'organisation de la conférence islamique et des Palestiniens, ça voulait dire une régression, une diminution, une dilution des obligations existantes. Donc, évidemment, qu'ils ne pouvaient pas approuver un texte qui allait en deçà des obligations existantes. Et c'est la raison pour laquelle ils ont dit, bah, si vous présentez ce texte-là, nous, on ne vient pas. Et puis après, ils ont dit, bah voilà, il n'y a pas de consensus. Ok. Mais il y avait deux textes. Hein. Donc à un moment, il y avait un autre texte qui était beaucoup plus mordant. Et puis, bah voilà, Bern a choisi de présenter le texte, évidemment, qui plaisait plus aux Israéliens, aux Américains. Eh bien, merci à tous. On va en rester là. La soirée était très instructive grâce aux panélistes qu'il faut vraiment applaudir. Madame Ashraoui à Ramallah. Thank you so much. Thank you for being with us tonight. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous souhaitons le meilleur. Merci, c'était un plaisir d'être là et je vous remercie à tous.